Merci à tous d'être là. Merci à la FUB de m'avoir invité pour cette présentation. Je vais vous parler de TDD, je vais vous parler de Panther. Je suis parti, moi, d'un constat assez simple, comme j'ai dit tout à l'heure à la présentation des speakers. Quand on parle de TDD, quand on essaye de se renseigner un peu sur le sujet, ce qu'on nous montre assez souvent, c'est faites du TDD sur la fonction somme. Donc au début, je passe 1 et 1, c'est censé me retourner 2, c'est mon premier test. Après, je passe 1 et moins 1, et c'est censé me retourner 0. Donc c'est le genre de truc qui nous permettent de comprendre le principe, mais pas vraiment de s'y mettre dans notre vie de tous les jours, quand on fait du web, notamment. Un petit peu de contexte avant de commencer. Je pense qu'on a tous vécu ça, même les juniors parmi nous. On commence à réaliser du code pour un client, donc là en l'occurrence sûrement de l'e-commerce, puisqu'on a un order processeur. On valide une order, on vérifie qu'elle est valide, pardon, on la processe, on renvoie un objet, on est super content. Au jour numéro 13, déjà, ça se complique un peu. On a trouvé que c'était une bonne idée d'étendre d'un abstract processor. On a une petite règle métier de validation en plus. Et puis, on envoie un mail parce que tout le monde veut être au courant de tout. Et plus le temps passe, plus notre code se charge avec des petites features, des petits comportements, des choses que le client nous a demandé finalement, mais qui font que le lundi matin, quand on s'attaque à cette classe-là, en général, on sait qu'on ne va pas passer une bonne semaine. Du coup, dans ce talk, je vais vous parler du TDD, qu'est-ce que c'est déjà, pourquoi on veut en faire, et comment on va en faire. On va parler de Panther, et on va faire un peu de live coding si tout se passe bien. Il y a un principe une étude qui a été faite dans les années 80. C'est un peu hors contexte, mais en fait, on devrait réussir à accrocher les wagons avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un sociologue et un criminologue qui, dans les années 80, ont établi que si un bâtiment était laissé à l'abandon, que des dégradations étaient commises dessus, que ces dégradations n'étaient pas réparées, on allait avoir un nombre de dégradations et potentiellement même une petite criminalité qui va se répandre à partir de ce bâtiment abandonné qui est laissé sans soin. Alors que si jamais, dès la première vitre brisée sur un bâtiment abandonné, on la répare et le premier graffiti, on le nettoie, etc., on va en avoir un tous les mois, mais au final, au global, sur l'année, on va avoir assez peu de réparations à faire. Ce qu'on constate, en fait, c'est que dès qu'il y a une vitre qui est cassée et que c'est pas réparé, ça veut dire que tout le monde s'en fout, donc on peut y aller. C'est pas moi qui ai été le premier à casser les choses, je peux continuer. Et du coup, ça donne des choses dans la vie qui sont les voisins vigilants. En tout cas, on va essayer ensemble d'être vigilants sur la qualité de code, par exemple. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt la vie en communauté. Normalement, vous devriez réussir à trouver des parallèles. Dit de manière un peu plus romantique, on va dire, le code s'érode, le code pourrit avec le temps. Ça, c'est pas moi, il y a une fiche Wikipédia dédiée à ce concept. C'est les signataires du manifeste Agile qui nous ont exprimé ça comme ça. Et dans le sujet qui nous intéresse encore plus, on constate que sans test, une application qui n'a pas de test va se retrouver à créer des bugs potentiellement à chaque ajout de fonctionnalité. On n'est pas sûr qu'on n'est pas en train de casser quelque chose dès qu'on rajoute la moindre ligne de code. Plus il y a de code qui n'est pas testé, plus il y a de risques de bugs, plus c'est coûteux de créer des nouvelles features, d'ajouter du code toujours. Et forcément, le corollaire de tout ça, à la fin, c'est que le client n'est pas content. Et quand le client n'est pas content, personne n'est content, et même pas vous, puisque travailler et ne pas satisfaire le commanditaire de votre travail, c'est jamais agréable. Du coup, j'ai fait une petite courbe très scientifique qui permet d'exprimer un peu ça. La peur face au changement,
sur la couverture de test. Et en fait, moins on a de tests, plus on est en flip au moindre commit, et plus on a de tests, plus on a l'esprit léger et on est détendu quand on merge dans master. On se rend compte que notre code devient flexible. Je peux décider de changer d'ORM, je peux décider de faire une montée de version de mon framework, je peux décider de tenter une approche complètement différente sur une partie du code. Si jamais ça ne marche pas, la test suite me le dit. Si ça fonctionne, j'ai réussi. J'ai perdu beaucoup moins de temps que si j'avais dû faire clic-clic dans l'interface pour vérifier que j'avais rien cassé. Et donc, la crainte de casser le système, ce que je viens de dire, diminue avec les tests. Il y a d'autres petits avantages. Les tests manuels répétitifs et ennuyeux, les équipes QA qui passent des jours entiers à faire des tests à la main, au moindre fixe. Enfin, tout le monde est au courant ici que quand on répare un truc à la cave, ça pète un truc au grenier. Donc, à un moment donné, si les mecs, si les équipes QA se constatent un problème sur l'appli, ils vous demandent un fixe, potentiellement, ils sont obligés de rejouer l'ensemble de leurs tests manuels. On a forcément moins d'oubli et moins d'erreurs de manipulation, puisque un programme qui teste une application, il est exhaustif. Il n'oublie pas un test une fois sur deux, ou il ne se plante pas dans sa manière de jouer le test, du moment que vous l'avez bien écrit à la base. Et donc les montées de version facilitées, ça c'est aussi un corollaire de la couverture de test. Composer update, ça va après avoir changé la contrainte dans le composer.lock. Si ma test suite passe, je suis passé sur Symfony 5, sinon j'ai du taf. Et là, normalement, dans vos têtes, c'est ok, cool, mais en fait, on sait déjà que les tests, c'est super bien, il faut en faire, etc. Mon chef de projet, mon manager me dit que non, ça coûte trop cher, il faut livrer de la feature, en fait. C'est pour ça qu'on est payé. En réalité, et ça c'est pareil, c'est pas de moi, c'est Robert Martin qui évoque cette métaphore. Le chirurgien, quand il vous a sur la table d'opération, qui s'apprête à vous ouvrir le ventre, il ne vous demande pas s'il doit aller se laver les mains en fait. Il le fait systématiquement parce qu'il sait que c'est le seul moyen de faire son boulot sans buter ses patients. Ça fait partie de son travail, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi nous, on demande à des gens non techniques de s'exprimer sur des choses techniques? Je ne dis pas que ça coûte rien de monter en compétence sur un framework de test et d'écrire des tests. Ce n'est pas parce qu'on sait écrire du PHP qu'on sait écrire des vérifications en PHP. Mais ce n'est pas à nos managers, ce n'est pas aux personnes non techniques de nous dire comment faire notre boulot. On s'attaque encore à un scope encore plus restreint de cette histoire de qualité et de cette histoire de vérification du code de production en proposant d'écrire les tests avant d'écrire le code de production. C'est des pratiques qui sont plutôt vieilles, ça a 20 ans, au moins 20 ans. Les premières expériences sont beaucoup plus vieilles que ça, mais les premiers qui ont vraiment théorisé tout ça, c'est une fois de plus Ken Beck, Martin Fowler, Robert Martin, etc. Les signataires du manifeste agile, qui nous, du coup, donnent un espèce de framework pour écrire nos tests et pour les écrire de manière efficace tout au long de la vie de notre projet. Il y a 3 lois dans le TDD. La première, c'est qu'on ne doit pas écrire de code de production tant qu'on n'a pas un test qui est en erreur. Si ma test suite est verte, ça veut dire que toutes les features sont là. J'ai rien à faire. Le seul moyen de commencer à rajouter une feature, c'est d'avoir un test qui soit rouge. Une fois que vous avez votre test suite qui est rouge, vous ne devez pas en écrire plus que ce qu'il faut pour qu'elle soit rouge. Vous ne devez pas prendre de l'avance dans votre test. Vous écrivez juste l'assertion qui permet de faire planter la test suite, et hop, vous avez le droit de commencer à écrire du code de production. Et la 3e loi du TDD, c'est l'équivalent côté code de production. On n'écrit pas plus de lignes de code de production,
que ce qu'il faut pour avoir une test suite qui passe. Et du coup, en respectant ces 3 lois, on va aboutir sur un cycle de dev qui va ressembler à peu près à ça. Au début, j'ai une test suite qui fail, donc là c'est PHP unit, et on a un assert contains qui plante. On corrige en écrivant du code de production, notre test passe, on est super content. Et on entame la 3e phase du TDD, le refactoring. Le refactoring, je pars d'une test suite qui est verte, j'essaye de rendre les choses un peu plus intelligentes, un peu plus modulables, un peu moins naïves. Du coup, je casse plein de trucs. Donc c'est normal, c'est ce que j'attendais un peu. Bon, pas vraiment, donc je continue à refacto et je continue à donner le meilleur de moi-même pour réussir à remettre cette test suite au vert avec les améliorations que je veux. Forcément, ça en casse encore plus. Et finalement, après quelques heures de travail, je finis, ou pas, hein, ça peut être quelques minutes, je finis par avoir un code à la fois propre et testé. Et je m'assure que mes fonctionnalités sont toujours là. De manière générale, désolé, le GIF a déjà été utilisé Watt 1000 fois. C'est la meilleure façon de respecter les principes solides, et respecter les principes solides, c'est la meilleure façon d'écrire des tests simplement, d'avoir en tout cas plus de facilité à les écrire. Forcément, d'assurer l'exhaustivité de la couverture, puisque vous ne pouvez pas écrire de feature si vous n'avez pas le test qui prouve la présence de cette feature. Et de manière générale, c'est d'avoir du code testable. On va pouvoir la faire évoluer, notre couverture de test. Elle n'est pas parfaite dès le début, mais si jamais on se met à coder des choses sans TDD, parce que c'est le rush, parce qu'il faut produire de la feature, on risque de produire des choses qui sont moins bien testables, et quand on s'en rendra compte que trop tard, quand on essaiera d'écrire les tests pour prouver ces features-là. Au moins, en écrivant le test avant, je suis sûr de mon coup. Et finalement, j'ai un client satisfait. Il voit que ça marche bien, il peut vous faire confiance, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de régression. Et les régressions qui reviennent à répétition, c'est le top pour perdre la confiance de votre client. Forcément, si on a fait le calcul, on va limiter les coûts de maintenance. Mais on va quand même avoir pas mal de lignes à écrire en plus. Si on écrit des lignes en plus, forcément, il y a des gens qui vont relire notre code, puisqu'on fait tous des code review, forcément. Et du coup, bah ouais, ça va prendre potentiellement un peu de temps. Et si jamais on essaye d'être un peu exhaustif, on va vouloir, par exemple, utiliser plusieurs frameworks de test pour aller aux bons endroits. Si on veut tester du front, on prendra Mocha ou Jasmine. Si on veut tester ou Cypress, ou si on veut tester du back, peut-être plutôt PHP Unit, Biat, etc. On va avoir beaucoup de tests. Ces tests, pour réussir à en fait les organiser et avoir une couverture effective qui ne dépense pas de temps de code ou de temps machine sur des vérifications qui pourraient être faites autrement, on va découper tout ça en 3 familles. Les tests unitaires, c'est ceux que vous connaissez tous. C'est une unité de code, donc ça peut être une méthode ou une classe, et je vais faire des vérifications sur cette unité de code isolée. Les tests d'intégration, c'est le niveau au-dessus. Ce coup-ci, on s'intéresse à plusieurs unités de code, et on va faire des vérifications sur la manière qu'elles ont d'interagir les unes avec les autres. Et finalement, on a les tests de bout en bout, dits end-to-end, ou les tests en black box aussi, des fois on appelle ça. Et là, on démarre toute la stack technique, en tout cas le maximum qu'on peut de la stack technique. Donc si c'est une application web, on démarre un serveur web, on démarre une base de données, on démarre un serveur de cache, on démarre ce qu'on a besoin de démarrer, et puis on fait nos vérifications sur l'ensemble de cette stack. Ces 3 familles, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Les tests unitaires, vous allez en avoir beaucoup, autant que d'unités de code finalement. Les tests d'intégration, vous allez en avoir un peu moins. En général, on dit qu'il y en a autant que des comportements dans votre application.
Et les tests de bout en bout, eux, va y en avoir encore moins pour la simple et bonne raison que comme ils démarrent toute la stack et qu'en général on pilote un navigateur pour aller faire nos vérifications, c'est des tests qui sont très très lents à s'exécuter et donc on veut en avoir le moins possible. Par contre, ce sont quand même des vérifications importantes pour notre appli, donc on en testera quelques-uns. Et on se retrouve avec la théorie de la pyramide de tests. Tout en haut, on aura nos tests end-to-end, les tests en black box. Au milieu, on aura les tests d'intégration et les tests unitaires tout en bas. Le jeu étant de réussir à avoir des vérifications au bon endroit. Je ne veux pas tester un petit comportement métier dans mes tests end-to-end. Dans mes tests end-to-end, je vais tester mes chemins critiques de l'application, les cas nominaux. Je ne veux surtout pas aller dans le détail dans les tests end-to-end, sinon je vais avoir une test suite qui va être très longue à s'exécuter, et une test suite longue à exécuter, c'est une test suite qu'on n'utilise pas. Donc vous avez tout perdu parce que vous avez écrit des tests, vous avez fait une montée en compétences sur le framework, et finalement vous ne l'utilisez pas. Actuellement, enfin jusqu'à il y a encore 2 ans, on va dire, en PHP, pour le web, on avait plusieurs outils disponibles pour adresser ces 3 familles de tests. Les tests end-to-end, on avait Selenium qui nous permettait de piloter du Firefox assez facilement et donc de faire des vérifications sur notre appli en black box, quelle que soit la techno derrière finalement. Dans le monde Symfony, on a les Web Test Case. Je ne connais pas les équivalents. Je sais qu'il y a le Magento Testing Framework qui propose ce genre de choses. Je ne connais pas les équivalents dans les autres. Drupal, vous pouvez utiliser le Web Test Case. Dans Symfony, c'est donc le Web Test Case, c'est une simulation d'un navigateur HTTP. On va pouvoir faire des requêtes, on va pouvoir piloter un navigateur HTTP, sauf que en réalité, c'est du PHP et ça n'interprète pas le JavaScript ni le style. Et pour nos tests unitaires, mais ça, on en a tous au moins entendu parler, PHP Unit, on peut faire à peu près tout. C'est un peu là, en fait, c'est un peu ça parce qu'on a tous envie d'en faire des tests, en fait. Il n'y a rien de tel que de dire le vendredi soir, je finis de coder à 18h, à 18h05, la test suite est passée, je peux rentrer chez moi, je suis sûr que je ne vais pas me taper un appel à 22h pour me dire t'as tout pété, quoi. C'est une tranquillité d'esprit qu'on peut avoir envie de rechercher quand on code des applis web. Du coup, Panther, projet libre de l'écosystème Symfony, initié par Kevin Douglas, la coop des Tilleuls. Tout ça, c'est un concentré de nouvelles techno, en fait. Ça se base sur la norme WebDriver du W3C. Donc c'est une norme qui a été éditée, qui doit maintenant être implémentée par tous les navigateurs souhaitant être conformes aux normes du W3C. Donc c'est le cas de Firefox et de Chrome. Je ne sais pas s'il y a d'autres navigateurs qui existent, j'ai jamais entendu parler d'autres choses. Panther, donc là la capture est un peu vieille parce qu'ils sont quasiment à 2000 stars et il y a eu beaucoup plus d'activités que ça. Il y a la version 5 qui est sortie cet été, 0.5 pardon, qui est sortie cet été. Et Panther, c'est le framework de test qui va utiliser un composant créé par Facebook, qui s'appelle le Facebook WebDriver. Et ce composant, c'est l'implémentation d'un client de la norme du W3C WebDriver en PHP. On peut, avec du PHP, piloter un navigateur qui implémente cette norme WebDriver. Du coup, Panther, je vous dis, c'est concentré de nouvelles technologies, c'est tout nouveau. Le projet a un peu moins de 2 ans, je crois. En fait, si vous êtes déjà familier des tests avec Symfony, et donc des tests d'intégration avec Symfony, ou des tests fonctionnels avec Symfony, là, ça c'est plutôt
Le kernel test case, c'est quelque chose qu'on étend quand on veut tester, par exemple, un service. Est-ce que mon service s'intègre bien avec mes autres services Symfony? Donc, forcément, on boot un kernel qui lui-même initie son conteneur d'injection de dépendance. On dépend de PHP Unit, ce qui n'est pas plus mal. C'est quand même le standard du marché, donc autant profiter de tous les plugins, de toutes les ressources qui existent. Ça nous descend du framework bundle de Symfony, ça utilise l'injection de dépendance et HTTP kernel, on est dans du connu, tout va bien. Le web test case, lui, c'est une toute petite surcouche sur le kernel test case. Ce qu'il fait, c'est juste, en plus du kernel et du container, je te permets d'avoir un client. Client au sens HTTP. Et Panther, finalement, c'est juste une extension du web test case. Et il rajoute lui-même une méthode, il en rajoute un peu plus, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est create Panther client. Et tout ça, ça respecte à peu de choses près les mêmes interfaces. Ça nous rajoute plein de fonctionnalités, mais si on connaît les API web test case de Symfony, on ne va pas être perdu du tout. On a le moyen d'attendre. Dans une page qui n'interprète pas le JavaScript, attendre, je ne vois pas trop ce que ça peut permettre de faire, mais dans une page qui interprète le JavaScript, attendre, ça peut, et attendre la visibilité, là en l'occurrence, pardon, c'est la visibilité d'un élément, on attend que la balise forme de classe SomeFeature soit visible, et on continue l'exécution une fois que c'est le cas, si jamais elle n'apparaît jamais plantage. Okay. On peut faire des screenshots, assez cool, et forcément, on peut manipuler la souris. Si vous aviez essayé de faire ce genre de truc avec Selenium ou même avec Panther il y a encore quelques temps, c'était pas la panacée, mais j'ai perdu le nom du contributeur, mais il y a quelqu'un qui s'est donné pour améliorer tout ça. Merci à lui. Et Panther, c'est plug and play, vous l'installez Composer rec -def Panther, et du moment que vous avez une instance Chrome locale, c'est fini. Si vous êtes dans un conteneur, il faudra installer Chrome, et vous n'aurez pas besoin de serveur X. Là où avec Selenium, avant, il fallait avoir un serveur X, parce que Selenium a besoin de booter le navigateur et d'avoir une fenêtre, la norme WebDriver fait du navigateur headless, sans UI. Bon, on code maintenant. Je suis sur un Symfony, alors je l'ai un peu, j'ai fait quelques petites préparations, mais rien de fou, je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a. Alors bon, j'ai un makefile, parce que je suis quelqu'un de bien, et j'ai des fixtures. Alors, pardon, quand même vous montrer un petit peu de quoi on parle. J'ai 3 US à réaliser. On parle du site d'un resto, d'un café. Le client me demande d'avoir une route reviews sur laquelle il pourra voir les avis de ses clients. De ses clients. Il veut, en deuxième US, voir les avis de l'année précédente. Oui, puisque, pardon, hop. Sur la première US, c'est les avis de 2019 qu'on veut, quand on arrive sur la home des avis. On veut la page qui affiche les avis de l'année précédente. Et en troisième US, eh bien, on veut que tout ça se fasse, mais sans changer de page. On est toujours sur Reviews, et on clique sur 2018, le contenu se change en Ajax. Tout le monde connaît. Hop. Eh bien, c'est parti. La première règle du TDD me dit « Je ne dois pas écrire de code de production tant que je n'ai pas une test suite qui fail ». Moi, ma test suite, elle n'a pas de test, donc techniquement, elle ne fail pas. Je vais pouvoir me servir du maker bundle pour ajouter un test fonctionnel. Et la première chose que je veux tester, ma première US, c'est d'afficher, de lister des reviews.
Je vais aller tout de suite, dès qu'on utilise le Maker Bundle, on va voir ce qu'il nous a généré. Et donc, il m'a généré un test. Alors, déjà, oups, on va le renommer, puisque test something, c'est pas très meaningful finalement. Du coup, test it shows this year reviews. Et du coup, nous, en l'occurrence, c'est la page reviews. J'ai perdu l'écran en bas. Et du coup, la seule chose qu'on va vouloir vérifier, là, pour l'instant, le minimum pour que notre test suite casse, c'est est-ce que la page, la route reviews existe. Est-ce que c'est le cas? Oui, j'ai un crash. On lit dans l'ordre, et donc on voit il y a une failure, et on voit HTTP 1.1, 404 not found, à peu près au milieu, un peu au-dessus du milieu de l'écran. On pourrait avoir un renderer PHP Unit qui soit un peu plus sympa, mais pour l'instant, ça nous permet de faire le job. OK, il y a une 404, on a atteint l'objectif qu'on souhaitait, faire une test suite, casser une test suite, c'est génial. On va pouvoir maintenant demander à Symfony de nous régénérer le contrôleur qui correspond. Une fois de plus, on ne fait jamais confiance au code auto-généré, on va tout de suite vérifier ce qui a été fait. Alors, il nous a deviné le nom de la route tout seul, c'est presque bien. Et puis sinon, ça me semble pas mal. On va aller voir le twig aussi. Allez. Bon, OK, très bien. Est-ce que ça permet de faire passer la test suite? Ouais. Hop, j'arrête de toucher à SRC. Je retourne dans le dossier test. Et je vais vouloir, du coup, vérifier que la review numéro 1 est présente. Ce que j'ai fait un peu rapidement tout à l'heure, c'est vous montrer les fixtures. J'ai deux reviews, c'est des entités relativement simples avec un contenu et une année. La première, elle est là, je la référence avec this year review. J'en ai une seconde, je la référence avec last year review. Et la première est sur 2019, la deuxième est sur 2018. Tout ça est plutôt cohérent. Du coup, je m'attends à trouver une review qui nous viendrait du coup du fixture repository. Pour avoir le fixture repository, donc ça fait partie des petites choses que je me suis préparé pour ne pas perdre trop de temps. Donc j'ai un trait qui charge ces fixtures finalement. C'est pas très prise de tête. Et du coup, je lui demande la fameuse... Vas-y, fais-moi de l'indexation au moment... Hop. Et cette review, je vais vérifier. Alors, assert selector text contains. Est-ce que le body de la dernière réponse contient le contenu de ma review? Eh bien non. Alors, un peu plus difficile à lire, mais on partira plutôt de la fin. Matches selector body, et le body ne matche pas some review content. Donc, a priori, il n'y a rien d'affiché. L'inverse serait inquiétant, vu que j'ai rien codé encore. Eh bien, on va pouvoir afficher nos reviews. Alors là, je vous épargne le JavaScript, le HTML, un petit UL, un for en twig, li, j'affiche mon contenu, super content. Il faut aussi que j'injecte cette variable. Je pourrais m'amuser à rejouer la test suite, juste pour vérifier, mais là, pour le coup, c'est une 500 qui pop. C'est même plus, forcément, il me le dit, variable reviews does not exist. OK. Effectivement, tu as raison. Je suis méchant avec toi, je ne te donne pas ce que tu veux. Hop. Et du coup, je vais simplement demander le fixture repository, le review repository. Pareil, indexation. Hop.
Et ce review repository, je vais pouvoir lui demander simplement, donne-moi toutes les reviews. Alors, forcément, j'oublie pas de générer le constructeur pour que Symfony, grâce à l'auto-wiring, m'injecte le repo. Oups. Et ce coup-ci, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, si on allait sur le web, là, bah, en fait, on verrait les deux reviews, puisque j'ai fait un find all, finalement. Donc, notre test, il n'est pas fini. Il faut absolument aussi vérifier que, la review de l'année dernière, elle, n'est pas affichée. OK? Je relance mes tests. Ce coup-ci, ça foire. Et il me dit, désolé, mais moi, je trouve le contenu de ta seconde review dans cette fameuse page. Donc, tu as du taf encore. C'est pour ça que j'ai signé. Du coup, je peux lui demander non plus un find all, mais un find by, où je vais lui dire, filtre-moi sur l'année, sur l'année 2019. Et je relance mes tests, et là, ce coup-ci, il est content. OK, US numéro 1, on a gagné. On attaque l'US numéro 2. L'US numéro 2, on se rappelle, c'était je veux pouvoir accéder aux reviews de l'année précédente. Donc en fait, le test, déjà, il va ressembler un petit peu à notre premier test. Hop. Oups. Donc, ce coup-ci, c'est pas test it shows this year reviews, c'est last year reviews. Et du coup, on essaie d'aller sur 2018. Ça suffit pour que la test suite casse. Et effectivement, et c'est bien une 404 au milieu de l'écran. On peut aller dans Symfony. Pour les non-symphonistes, désolé. Alors, les routings maintenant, ils fonctionnent tous à peu près pareil quand même. Mais... je rajoute un paramètre de route que je type forcément et qui est optionnel. Est-ce que mon test qui vérifie que la page reviews/2018 existe, c'est OK. Je peux retourner dans mon code. Et ce coup-ci, eh bien, celle que je vais m'attendre à trouver, eh bien, c'est celle non plus de cette année, mais celle de l'année dernière. Et là, c'est pas le cas. Code de production. Qu'est-ce qui me manque? Ah bah, simplement, cool. Allez, un petit coup de refacto quand même, parce qu'on n'est pas des brutes. Cool. La petite étape qui permet de virer le code un peu naïf et de mettre des choses plus intelligentes. Troisième US. Allez, troisième US. Cet US nous dit, je veux être sur la page /reviews, je veux cliquer sur le menu de navigation des années, et je veux que les reviews correspondantes s'affichent sans me faire recharger la page. Alors, le is successful, bon, ça, on le connaît. Je ne reteste pas plusieurs fois ce que j'ai déjà testé. Hop. It can change year. Désolé pour l'anglais un peu pauvre. Du coup, je peux déjà essayer de vérifier si le lien de navigation vers les années est présent. Je demande à mon client d'aller me trouver un lien qui s'appellerait 2018. OK. Je fais une assertion pour vérifier qu'il existe bien un élément et un seul qui correspond à ça. Forcément, si on regarde mon template, pour l'instant, il n'y a que la liste des reviews, donc il n'y a pas de navigation. On peut aller d'une année à l'autre via l'URL, mais il n'y a pas de navigation. OK.
Allez. Une petite navigation en bootstrap, une petite navigation sémantique, avec des classes bootstrap quand même. Et je lance mes tests, on est bon. Forcément, je retourne dans /test. Et là, le saut va être un petit peu plus long, mais on va commencer par vérifier est-ce que maintenant on voit, alors je vais même pouvoir reprendre ce code-là, puisque est-ce qu'on voit maintenant, après avoir cliqué, alors on n'a pas encore cliqué, donc on va le faire tout de suite, client, s'il te plaît, clique sur le lien qui est contenu à cet endroit-là. Et une fois que tu l'as fait, eh bien, je m'attends à trouver dans la page la review de l'année dernière. Logique. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Forcément, non. Je ne trouve pas le contenu de la review de l'année dernière après avoir cliqué sur ton lien. En même temps, une fois de plus, on est au courant finalement, puisque les liens, ils ne sont branchés à rien, il ne se passe rien. Donc, comme on nous a demandé que ça se fasse sans rechargement, on va faire du JavaScript. Désolé pour ceux qui font du JavaScript en 2019. Moi, c'est pas trop mon cas. Du coup, jQuery à la rescousse. Et très mal et pas bien, enfin voilà, c'est tout pourri. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'avoir un petit call Ajax qui va aller chercher les reviews et puis qui va re-remplir le LI. Donc sur la ligne 18, on vide, et puis après, sur la ligne 20, on boucle et on remet des LI. OK. Du coup, eh bien, on va déclencher ça. Hop. Et du coup, moi, je veux que... Donc ce que je dois passer, c'est l'URL. C'est l'URL qui correspond. Hop. Donc je demande l'URL correspondant à cette page en 2019 pour l'un et 2018 pour l'autre. Il me manque un petit truc. Il me manque un petit truc ici. Hop. Et ça devrait être pas mal. On va voir? Non. Et là c'est le moment où j'irai voir le web pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Puisque finalement, il me dit juste qu'il n'a pas trouvé le contenu. Mais comme c'est du JavaScript, bah, il faudrait peut-être aller voir la console. En réalité, ce qui lui manque, c'est simplement que le contrôleur, lui, quand on lui demande des reviews, il les répond toujours en HTML. Il faut maintenant lui dire, non, non, attends, quand c'est des requests de type XML RPC, eh bien, je me suis accordé de le faire aussi pour un peu de PHP. Eh bien, si c'est une request XML RPC, renvoie une JSON response, qui va juste contenir tous les contenus de toutes les reviews que tu as à afficher. C'est pas très propre mon truc, mais ça devrait faire le job. Ça fait pas le job. Et donc, comme je le disais, c'est le moment où il faut aller tester notre appli. Ops. Du coup, php-s. Je vais changer de port parce que... Hop. Je vais voir mon web. /reviews. Et donc, si je clique, ça fonctionne bien. Où est-ce que je me suis planté?
Non, bah alors déjà, effectivement, il faut faire ça. Et en l'occurrence, il faudrait que je sois un peu cohérent avec ce que je vous raconte. Depuis tout à l'heure, en fait, on utilise une abstraction HTTP. On n'utilise pas réellement un navigateur web. C'est pour ça d'ailleurs que c'est super rapide. J'interroge 3 pages différentes et ça met une demi-seconde. Là maintenant, j'ai du JavaScript, du bon vieux jQuery, mais tout JavaScript doit être interprété et ce n'est pas le cas quand vous faites du create client, quand vous obtenez le web test case. Du coup, juste, je change le type de client que je reçois. Les interfaces sont exactement les mêmes, sinon PHP Storm commencerait à clignoter comme un sapin de Noël. En l'occurrence, effectivement, et merci à celui qui a eu la présence d'esprit de dire, quand tu fais de l'Ajax, c'est pas instantané, donc si tu veux changer un contenu, attends qu'il ait fini de changer avant de faire tes assertions. Et là, en l'occurrence, on regarde vite fait le template, mais c'est ça. Je m'attends à ce que le reviews holder ait des LI. OK? Puisque en fait, le fait de vider le reviews holder, ça va arriver instantanément. Par contre, la réponse get, elle va mettre un peu plus de temps. Et si je fais mes vérifications à ce moment-là, il n'y aura rien. Et la magie du direct, par contre, forcément, c'est plus lent, mais ça passe. Du coup, je sais pas. OK. Du coup, juste pour finir, quand vous écrivez des tests, allez droit au but, évitez les structures imbriquées, évitez les expressions complexes, pas d'abréviation. En fait, tout ça, on peut le résumer par soyez explicite, écrivez une histoire, il faut que ce soit lisible. Des tests qui sont difficiles à lire ne sont pas maintenus. La règle FIRST, qui est aussi donnée par le pragmatic programmer ou quelque chose comme ça, fast, independent, repeatable, self-validating, timely, je ne vais pas faire le détail. Jouez vos tests si vous faites du Panther, vous faites du WebDriver, et si vous faites du WebDriver, vous pouvez aller demander à BrowserStack ou à SauceLab de jouer vos tests pour vous. En plus, ils vont pouvoir potentiellement les jouer sur une stack de navigateurs que vous-même, vous n'avez pas à la maison. Panther et Standalone, j'ai donné que des exemples sur Symfony, mais ils tournent sans Symfony, si vous avez envie, tel par exemple Biat ou même PHP Unit. Tout ça tourne sans Symfony si vous voulez. Justement, en parlant de Biat, il y a des expériences faites et il y a un Mink, une implémentation pour Mink qui réutilise WebDriver ou directement Panther, je ne sais plus. Essayez le mutation testing. Dès que vous avez une test suite qui est au top, vous installez Infection, qui est le mutation testing dans PHP. Il va faire plein de bêtises dans votre code et puis il va relancer la test suite. Si jamais vos tests ne détectent pas les bêtises, et il vous manque des choses. Vous avez des trous dans la raquette. Merci. Je bosse pour Smile. Et merci à tous les contributeurs, parce que tout ça, c'est de l'open source, et on ne pourrait pas faire tout ça et s'amuser autant sans eux. Si vous avez le temps, l'envie de laisser un petit message, un petit feedback sur ce talk. Et on n'a pas le temps pour les questions. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Et je serai dans le coin, donc si vous voulez venir discuter. On n'a pas le temps pour poser les questions. Désolé. Il y a la pause juste maintenant, donc si vous avez des questions, comme Adrien l'a dit, n'hésitez pas, il est disponible. Et un grand merci pour ta conférence. Merci.